Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk avec d'autres podcasteurs, les podcasteurs de Paroles Calibrées, donc Big Mac de son nouveau nom et, et Edgar, Il va falloir l'assumer Asgred celui-là, sur Instagram. c'est ça. Toujours hein, le début du podcast, comment il commence par une présentation. Donc, je vous laisse vous présenter, les gars, comme vous voulez. Qui Qui commence? commence? Comme tu veux. Vas-y, je commence si tu veux. Vas-y, Max, fais-toi vas-y. Hein. l'honneur, Big Mac. Du coup, il n'y a pas de Big Max. Moi, je connais personne qui s'appelle Big Max. Fit Max sur les réseaux, du coup. Déjà, ça fait longtemps que j'écoute le podcast. Ça fait bizarre de passer là, d'avoir l'intro avec moi dedans, genre. Du coup, moi, j'ai commencé le street il y a presque 1 an et demi, 1 an et 7 mois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde, un peu en freestyle, à pas savoir quoi faire et à faire plein de conneries. Et je me suis dit que j'allais faire des recherches, parce qu'en général, quand je galère sur quelque chose, je fais des recherches. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres, etc. Et en fait, je voyais que tout le monde essayait de faire la même chose, mais personne trouvait les bons endroits pour le faire. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos, et petit à petit, TikTok, Insta, YouTube, maintenant je suis un peu sur tous les réseaux. Je donne pas mal de conseils, j'essaye d'aider un petit peu les gens. J'avais créé un template aussi, pour que les gens ils puissent créer un peu leur entraînement. Et, j'essaie d'accompagner les gens dans leurs entraînements et de les aider à progresser. Je pense que c'est un bon T'es résumé. un vrai influenceur, quoi. Un influenceur street lifting. Et toi, Edgar? Ouais, donc salut à tous. Moi, c'est Edgar, Asgred Training sur les réseaux. Moi, je suis dans la calisthénie street workout depuis maintenant 4 ans. J'ai vu une vieille vidéo là, de mon premier L-sit sur mon téléphone. C'était il y a 4 ans que j'ai démarré ça. Ouais. Et le street lifting, je m'y suis intéressé progressivement pour un intérêt d'abord pour gagner en force. J'ai vite compris en fait que gagner en force sur les mouvements de street lifting, ça allait m'aider aussi dans l'apprentissage des figures. Et bref, du coup, j'ai commencé aussi à publier du contenu sur les réseaux, contenu on va dire pédagogique, parce que je suis aussi coach depuis peu en street lifting et en calisthénie. Je suis une formation actuellement pour devenir coach en street lifting. Et, La euh, seule et formation existante à ce jour en francophonie. c'est ça. Parce qu'à côté de ça, moi, je suis aussi prof de PS, donc en éducation physique. Donc voilà, j'ai un peu les deux casquettes, prof d'éducation physique et en même temps coach. Et voilà, j'essaie de diffuser du contenu là-dessus, de faire s'intéresser les gens à l'activité. Et bah voilà, hein, le podcast aussi qui s'est lancé récemment avec Max, c'est cool de pouvoir partager, pouvoir parler des sujets avec lui. On approfondit les thématiques et c'est grave intéressant. Ok, Et moi aussi, ça me fait très bien. bizarre de passer sur le podcast. J'avoue, ça fait drôle parce que j'écoute le podcast de Marco depuis bien 1 an, je pense. Et là, d'un seul coup, de se retrouver dessus, ça fait drôle quand même. En tout cas, un plaisir, les gars, de vous avoir. D'ailleurs, tiens, Max, est-ce que tu peux juste te recentrer dans la vidéo? Je pense déjà à, tu sais, à l'extrait réel sur Insta. Et du coup, tu seras pas dans le cadre, malheureusement, on pourra même pas te voir. Mais, Ok, très bien, merci. Donc je poursuis, ouais, je suis hyper content de vous avoir parce que Maxime que je connais depuis déjà maintenant quasiment 1 an en réalité et que je coach et avec qui on s'entend très bien. Heureusement d'ailleurs. Et je suis tout son contenu, je suis fan, je suis abonné à absolument tous ses réseaux, voilà. Et vraiment, je l'encourage toujours et encore à poursuivre dans la direction qu'il prend. Et puis Edgar, j'ai fait sa connaissance il y a peu via Maxime pour la formation Live Trainer Global. Donc vraiment super content de vous avoir ici les gars aujourd'hui. Parce que d'une part, je vous apprécie humainement et j'apprécie aussi votre travail dans le domaine du street lifting et vous avez la volonté d'ajouter de la valeur à ce sport et ça, je valide à 2000%. Donc les gars, on a fini avec l'intro, on va rentrer dans le vif direct. Et là,
Alors là, je sens que ça va faire polémique. Oula. C'est les minima qui viennent de tomber, les minima FNSL. Donc les gars, moi je veux votre avis à chaud là, tout de suite. Vas-y, je commence. Attends, je les reprends là parce que j'ai pas eu le temps d'analyser encore. Moi, je les ai déjà Ah pas fait dans bah la tête. on te laisse aller les voir Edgar et puis bah Maxime il va nous faire son retour à chaud. Alors moi je dirais en vrai deux façons de les voir. Il y a la façon regarder les chiffres et se dire c'est monstrueux déjà, puisque c'est les minima ils sont vraiment monstrueux. Mais par rapport à l'année dernière, ils ont pas pris tant que ça. Ils ont pris 10 kilos chacun en vrai à peu près. En moyenne je pense. Je crois que c'était 420 en moins de 113, là c'est 430. Donc pas déconnant parce que ça suit un peu l'évolution du sport. Et si on se fait une liste mentale un peu de qui va participer, de toute façon ceux qui ont 430 ils participeront pas, il y a peu de chance. Parce que les gars qui vont participer ils seront plus hauts que ça je pense. Ça va même être beaucoup plus haut que ça. Donc pas déconnant, mais pour un mec qui commence le street ou un gars qui est intermédiaire, ça fait quand même un des gros chiffres à regarder. Tu vois. Parce qu'envoyer C'est clair. 430 en moins de 113, je trouve que c'est déjà quand même vachement impressionnant. Tu vois. C'est clair que quand on voit les chiffres là, ça peut faire peur quand même. Pour quelqu'un qui se lance dans la discipline, il peut vite se dire merde, je pourrais jamais faire, je pourrais jamais être qualifié. Mais en même temps, bah là, on parle quand même d'un niveau élite, quoi. C'est pas donné à tout le monde de participer aux France. Donc ouais, c'est normal aussi que le niveau augmente. C'est une discipline qui est récente, du coup, c'est pas choquant, mais bah voilà, le niveau est élevé, ça c'est clair. Ok. Ouais, bah, je partage assez vos deux réactions. Je trouve que le niveau, mine de rien, en fait, il a peu augmenté dans certaines KT. Et notamment en plus de 94, il a pris, je crois, 55 kilos. Ouais. Parce que c'était 380 l'année dernière, en moins de 104. Et là, maintenant, bah, c'est 300, 425, il me semble. 425, ouais, c'est Euh, ça. ouais, donc c'est un gros gap. Donc 44, 45 kilos de plus, pas 55. Donc ça fait beaucoup. Après, pour les autres KT, ouais, je trouve ça assez juste de ce qui a, par rapport à ce qui a été fait l'année dernière au championnat de France. Et on sait de toute façon quand on est dans le milieu qui va se qualifier, quoi. En gros, hein. On a déjà un petit peu la liste des sélectionnés. Il y aura pas de surprise comme les années précédentes. Et après aussi, bah, partager aussi un petit peu dans ce sentiment de peur aussi que ça peut avoir de voir en fait des trucs aussi élevés. Ça peut être décourageant. C'est vraiment l'adjectif pour les nouveaux pratiquants. Mais encore une fois, bah, c'est un niveau national. C'est l'élite française. Et en fait, tout le monde ne peut pas prétendre à faire les France. Parce que ça, c'est un truc que je l'avais déjà développé sur le podcast. Des mecs, au bout de 6 mois, ils mettent dans leur bio Objectif France. Mon gars, S'accrocher il y un a peu. très Quoi. peu de chances que il y a très peu de chances que tu y arrives un jour en fait. Seul, à part si tu fais partie de l'élite, mais en fait, faut se dire que voilà, ça donne aussi de la valeur au sport. Tout le monde ne peut pas prétendre au niveau France, et je trouve que c'est bien aussi parce que ça remet un petit peu l'église au milieu du village, quoi. Maintenant, ça sera pas en un an que tu pourras avoir ce niveau-là, c'est en plusieurs années, à condition que tu es prédisposé pour atteindre ce niveau, quoi. Là, parce qu'il faut se En dire, en plus, vrai, c'est c'est des comme ça minima. dans. Tiens, vas-y, Vas-y, Eddie, vas-y. je te laisse. Non, je disais, en vrai, c'est comme ça dans plein de sports. Les championnats de France, c'est dans quasiment tous les sports, c'est pas un truc que tu peux faire au bout de 1 ou 2 ans, quoi. Donc c'est, ouais, comme tu dis, c'est normal que ça soit pas accessible facilement. Et par contre, moi, ce que je trouverais cool, c'est qu'il y ait de plus en plus de compétitions qui se développent à un niveau un peu inférieur pour permettre à tout le monde de se confronter à la compétition et voilà, quoi, qu'il n'y ait pas que le niveau élite qui soit représenté. Et je trouve qu'actuellement, c'est un petit peu le cas quand même. Mm. Ouais, Ouais. Max? Ouais, je voulais dire les minima là actuels en plus, c'est des minima juste pour envoyer ton inscription. En fait, c'est même pas pour te donner une idée du niveau. Je pense que c'est juste pour filtrer pour les gars qui prennent les inscriptions parce que c'est un enfer à faire. Donc faut même pas se dire que le chiffre là, c'est un chiffre genre si tu les as, tu peux y aller. C'est juste un chiffre qui aide à l'organisation des gens qui prennent les inscriptions et qui les regardent, parce qu'il faut regarder les vidéos de tout le monde, voir si le mec il est rep, il est pas rep, l'angle, peut-être lui demander des autres vidéos quand la vidéo elle est pas bonne. Parce que si tu laisses un minima ouvert, tout le monde envoie ses vidéos, surtout quand tout le monde veut faire les France, comme tu dis.
et tu te retrouves vite avec 500 vidéos à traiter, et c'est infaisable en vrai pour organiser une compétition. Donc, je pense que c'est plus un filtre pour les mecs qui organisent, parce que les minima ce sera pas ça à la fin, qu'un vrai filtre de total pour participer, tu vois. Mm. Ouais, carrément. Euh, ouais, ce qu'on pourrait rajouter à ça, peut-être, c'est ce qu'a dit Edgar. Enfin, développer un petit peu, c'est la volonté qu'on a nous dans le Grand Ouest, c'est justement représenter la région avec des compétitions avec un niveau beaucoup plus abordable. Donc atteindre des pratiquants avec un niveau inférieur. Et en fait, ils sont beaucoup plus nombreux parce que ça aussi, c'est un truc important à dire, c'est que on voit toutes les têtes d'affiche, mais ça, c'est quoi? C'est 0,1% de, comment dire, la Des population de street pratiquants. lifting au niveau national, et que la majorité, l'énorme majorité des gens sont des débutants, intermédiaires, et en fait, c'est avec eux qu'on va faire évoluer le sport. Il faut des élites, il faut des têtes d'affiche, ça c'est une certitude, et puis ça donne aussi envie aux gens des fois de s'y mettre, etc. Mais aussi, il faut prendre soin, j'ai envie de dire, des débutants, pouvoir leur proposer des compétitions abordables. Parce que même nous, vous voyez, avec Grand Ouest, cette année, il y a des gens qui étaient sur liste d'attente et il y a même des gens qui n'ont pas pu participer à Grand Ouest. Donc c'est pour vous dire à quel point en fait c'est sélectif. Et je pense que les gens sont vraiment en demande de compétition, je dirais, officielle, parce que c'est vrai il y a beaucoup de petites compétitions qui sont créées de ci, de là. Je trouve ça bien parce que l'initiative, ça montre que les gars, ils veulent faire avancer le sport et tout. Mais je pense que les gens maintenant, on a dépassé un petit peu ce cap-là. Et les gens maintenant attendent un truc plus carré, plus sérieux, plus concret. Et vraiment, j'espère en tout cas que l'année 2024 et encore plus l'année 2025 sera l'année, on va dire, de la création de l'ensemble des ligues sur le territoire, quoi. Ça serait bien, hein. Ouais. Tant si on C'est sûr passe pas le. il faudrait plein de compétitions en fait, parce que c'est sûr que s'il y a peu de compétitions, forcément, elles vont vite se diriger vers le niveau élite, parce que les mecs qui sont là, qui sont déjà à un gros niveau, qui ont peu de compétitions dans leur région, bah, ils attendent que ça, qu'il y ait une compétition qui sorte. Et forcément, bah, si on a une tous les 3 mois, tous les gros athlètes, ils vont vouloir la faire. Et il n'y a plus de place après pour les débutants ou les intermédiaires, quoi. Donc c'est un peu comme plein de sports, je trouve qu'il faudrait multiplier les compètes. Tu vois, un peu comme moi je pense au running. Bah, aujourd'hui en running, peu importe ton niveau, tu peux aller faire un 10 km. Et tu peux te faire plaisir sur une compétition. Après en force, c'est sûr que c'est pas la même logistique, c'est pas tout à fait pareil. Mais j'espère que ça va se développer dans le sens là. Mm. Bah, tu vois que même nous, on avait dû refuser des gens quand on avait fait la compétition à Nancy qu'on avait organisée. On a refusé quand même, je crois que c'est 6 personnes, quelque chose comme ça. Donc tu dis que même pour une petite compétition qui a pas un gros impact ni une grosse médiatisation, tu vois, tu te retrouves quand même à dire non à des gens, tu vois, non, tu peux pas participer. Ouais. Ça Ouais. montre un peu l'engouement, Surtout tu que vois. c'est intéressant cet exemple parce que de base, vous vouliez pas limiter le nombre de places, vous vouliez l'ouvrir à tous. Ouais, Mais un peu par la force des choses, vous avez été obligé en fait de restreindre parce qu'il y avait trop de demandes. Et donc ça rejoint un peu, tu vois, ce que je disais avant, c'est la demande qui fait que les minima s'imposent, quoi. c'est ça. C'est exact. Après, on pourrait aussi, je pense tu vois, les France, quand tu regardes en Power, si t'as les minima, tu fais les France. Après, ils pourraient faire un truc du style là, mais en logistique, c'est ingérable après, tu vois. Ouais. Tu sais, mettre des minima fixes et imposer après que le nombre d'athlètes ils se mettent par rapport aux Ouais, minima, tu c'est vois. ça, mais bah pareil, c'est pour l'instant c'est pas possible, quoi. Enfin, ouais. C'est compliqué, hein. Plus tard, je pense que ça pourra le faire, mais pas actuellement, quoi. Bah, sur le Power, ils le font sur quoi? 2 semaines, non? Quelque chose comme ça, Bah les là, France. T'as deux déjà week-ends et ça va les jusqu'au francs lundi. jeunes là, junior, c'était une semaine, je crois déjà. Ouais, tu vois, déjà. Enfin, en logistique, déjà, Ouais. on n'a pas assez, je pense, de Non. monde, de bénévoles, etc. pour faire les compétitions là actuellement. Donc, rajouter ça sur une semaine, c'est Ouais. impossible. Ah, Mais c'est ça chaud, ouais. inclurait plus de monde, mais c'est impossible. Ouais, exactement. Donc les gars,
si vous êtes motivé et vous avez assez de gens derrière vous et les moyens, contactez la FNSL pour faire des compètes FNSL chez vous. Je vais le dire sur tous les podcasts maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Faut propager ça et puis Ouais, parce que parce là, que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont ouais, pas c'est capables de le faire, ça. tu vois. Si vous êtes un groupe de potes, que vous êtes sérieux dans votre pratique, que vous avez envie de faire avancer le sport, et que vous avez quand même possibilité de le faire dans une infrastructure, bah proposez votre candidature et après vous verrez. Mais donc ouais, ok. Bah ouais, on a fait le tour des minima, donc bah je pense que les sélections de toute façon seront sans surprise comme je l'ai dit, et puis Mm. bah on verra. Du coup, je crois la clôture, c'est quand déjà? Je sais plus. C'est 2 semaines avant, c'est ça? 2 semaines Mm. avant, ouais, c'était ça, je Ok. crois. Ça fait quoi, 15 juin, un truc dans le genre, je crois, ou 10 juin, quelque chose comme ça. Sujet suivant. Euh, du coup, les gars, c'est quoi vos pires erreurs, les pires erreurs que vous avez faites en street lifting? Pourquoi tu souris comme ça? Moi ou Marco? Non, moi, tu sais pourquoi je souris? Parce que je me dis, bah ça va, Marco, il fait pas de transition, c'est comme nous. Vas-y, Edgar, commence. Les pires erreurs en street lifting, en calisthénie Ouais, aussi. bah ouais, les deux, ouais. Alors, ouais, bah, il y en a pas mal. Hein. Bah, je pense la première que tout le monde a fait, c'est trop de volume d'entraînement. Ça, c'est vraiment le truc. Surtout, moi, je m'entraînais beaucoup avec des potes à l'époque à Metz. Et on faisait des sessions, mais de dingo, de traction. En vrai, ça a quand même bien fait progresser. Parce que voilà, c'est aussi au début, tout ce que tu fais te fait progresser aussi. Mais avec le recul, c'était beaucoup trop quand on faisait des sessions de fou furieux avec des sets de traction qui n'en finissaient pas. Pareil aussi au niveau des figures de calisthénie, toujours tenter des figures qui sont, enfin des variations qui sont trop compliquées pour soi. Et voilà, ça a été quand même une erreur que j'ai fait pendant longtemps. Après, sur l'aspect street lifting, moi, c'était surtout de ne pas planifier de cycle. En fait, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était un cycle d'entraînement. Moi, au début, je m'entraînais, je me rappelle, j'avais vu une vidéo d'Eric Flag qui expliquait comment prendre du muscle. Et du coup, déjà, je me suis dit, ah ouais, on peut se lester en traction, en dips, j'avais jamais pensé. Du coup, je me suis dit, cool, je vais me lester. Et au début, je dis, ouais, c'est bien, à chaque séance, je progresse. Et tu sais, il disait, ouais, tu as une fourchette de répétition. Alors, on va dire, je sais plus, c'était de 3 à 6. Et dès que tu arrives au haut de la fourchette, bah, tu augmentes le poids. Et bah, les premières semaines, c'était génial, quoi. À chaque fois, j'augmentais le poids, j'augmentais le poids. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à augmenter le poids, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue comme ça à vie ou... Et en vrai, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Et c'est seulement après que je me suis fait coacher. Alors, pour la petite histoire, moi, je me suis fait coacher par Alexandre, 012 Workout, voilà, qui m'a un peu fait comprendre c'était quoi des cycles de progression, c'était quoi s'entraîner à basse intensité pour après augmenter progressivement. Et ça a bien, bien changé mon approche. C'est vrai qu'au début, quand tu découvres ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui je vais pas m'entraîner. Ça doit pas être facile l'entraînement normalement. Et puis voilà, une fois que tu as accepté ça et que tu as compris l'intérêt, ça change pas mal de choses. Et voilà, c'était surtout ça les pires erreurs. Et aussi, ouais, une autre erreur quand même que je peux dire, c'est de pas du tout faire d'exercice de Mm. musculation, de renforcement. Moi, par exemple, j'ai pas fait de curl biceps, mais pendant au moins 3 ans, tu vois. Je l'ai découvert très très tardivement que oui, je pouvais faire du curl biceps en plus des tractions. Tu vois, moi dans ma tête, c'était non, non, les tractions c'est mieux. Moi, je sais faire des tractions, je vais pas le faire de la muscu, quoi. Et ça, pareil, quand tu découvres que faire du renfort à côté, ça peut être très pertinent, ça change un peu ton approche. Maxime, il a pas de truc. Il a tout fait Euh, bien, lui, dès le début. Si, si. Non, en vrai, moi, je Il dirais avait sa prog direct. la pire que j'ai fait, c'est dans ma tête, genre, je me disais, si t'as passé un max, donc tu sais, par exemple, j'ai réussi à passer 80 au dips, fallait que je passe 80 au dips à toutes les séances, tu vois. Donc toutes les séances, elles commençaient par une montée en gamme et 80 au dips. Quoi qu'il arrive, tu vois, il y avait au moins 80 au dips. Et après, je faisais mes séries, tu vois.
Mais le truc, c'est que le 80 au dips, petit à petit, j'avais réussi à monter 82,5, 85, 87,5. Et je suis arrivé contre un mur, et en fait, dans ma tête, je pouvais pas redescendre, tu vois. Donc il fallait que je le fasse toujours, 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 et jamais moins que 80, tu vois. Donc je me butais dans mon truc, et bah j'ai fini par me faire un petit peu mal l'épaule. C'est la petite douleur qui arrive quand t'en fais trop. J'ai pas compris, j'ai recommencé, encore une fois. Donc j'ai refait un cycle, ça a duré encore 3-4 semaines. J'ai pas compris, j'ai encore recommencé. Là, je suis parti sur un. J'ai voulu tenter un 5-3-1. Parce qu'à l'époque, tu vois, je cherchais sur internet, je trouvais pas de vraie méthode qui explique comment, tu vois, programmer, etc. Et le seul truc que je trouvais, c'était un 5-3-1 ou des EMOM, tu vois. Donc je me suis dit, je vais tenter un 5-3-1. Je l'ai fait une fois, ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai refait une deuxième fois, je me suis blessé. Parce que, bah, trop de volume et trop d'intensité, le 5-3, ça taxe quand même pas mal, tu vois. T'es RPE 10 quasiment, quasiment à chaque fois, tu vois. Donc pareil, repetite douleur, repetite blessure, on repart d'en bas, galère, galère. Donc ça, je pense, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait. Et deuxième erreur, ça a été de délaisser les jambes. Ça, je l'ai payé pendant un bout de temps, là. Parce que bah, quand je faisais de la muscu, déjà, les jambes, c'était une fois par semaine max, tu vois. Vraiment max, hein. C'est plus une fois toutes les 2 semaines. Et du coup, bah, j'ai démarré le street, j'avais un retard au squat monstrueux, j'avais quasiment autant au dips qu'au squat, tu vois. Donc j'avais genre 85 au dips et 102,5 au squat, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième grosse, grosse erreur. J'ai mis beaucoup de temps à la rattraper. Donc beaucoup de temps perdu. Là, j'aurais pu être beaucoup plus fort, tu vois, si je les avais pris au sérieux avant. Donc négligez pas les jambes, les gars. Et apprenez à faire des vrais prog et pas foncer dans le mur à vouloir mettre des RPE 10 à toutes les séances. Ça, je pense, c'est les 2 meilleurs conseils que je peux donner tout de suite. Ok. Et pourtant, Max, t'as fait de la boxe française. En boxe française, on utilisait les jambes. Ouais. Ah, mais elle devait être légère pour partir vite, tu vois. Elle était souple, mais ouais. Il n'y avait pas de puissance. Ah, toi aussi, t'as fait de la boxe française, Max? Je savais pas ça. J'en ai fait 9 ans, 8 ans, 9 Ok. ans, quelque chose comme Ouais, ça. moi, j'en ai fait quelques années aussi. Bah là, par contre, j'avais fait les championnats de France, tu vois. Bientôt, C'était plus facile. bientôt un combat en live Insta, Marco Vas-y, contre let's Max, go, les hein. gars. Va falloir que je monte un peu plus haut que 80 kilos, là. Alors là, mon gars, t'arriveras plus à faire des muscle-ups, c'est sûr. Ok, ok. Et toi, Ouais, c'est Marco, marrant c'était ce que quoi tu tes plus disais, grosses Max. erreurs? Vas-y. Mes plus grosses erreurs, Ah ouais, vas-y, Marco. je dirais comment en street lifting, parce que j'ai commencé quand même vachement sur le tard. En street lifting, j'avais déjà, allez, je crois, 8 ans déjà de pratique de la musculation. Donc, bah, toutes les erreurs que j'avais faites en muscu, je les ai pas reproduites en musculation. Mais en fait, les erreurs que j'ai faites au début, il y en a deux. La première, c'est de croire que il y allait avoir un énorme transfert de ma pratique de la musculation sur ma pratique du street lifting, ce qui est totalement faux. Des mecs qui sont très forts en muscu classique, en exo de renfort en fait, ils sont pas forcément forts sur des exos de compétition de street lifting. Et, euh, et ça, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont choqués quand ils s'entraînent avec moi. Ils me disent, mais attends, mais putain, t'es super fort sur, je sais pas, du tirage horizontal, du curl, des trucs comme ça. Ils en reviennent pas. Mais parce qu'en fait, moi, pendant 10 ans, je me suis buté sur ces exos-là. Et on va dire que je suis même plus fort sur les exos d'assistance, les exos où on s'en fout complètement d'être fort, mais et je suis beaucoup moins fort sur les exos de compétition. Et il y a des fois, et souvent c'est totalement l'inverse. Et moi à l'inverse aussi, je suis choqué en fait. Je me dis, mais attends, comment tu peux être fort sur des dips et moi je te mange au développé incliné halter ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, au début je comprenais pas. Maintenant, forcément, je comprends beaucoup mieux. T'as compris un peu le Et truc. ça, c'était vraiment la première erreur. Donc, en gros, de pas vous dire, ouais, c'est bon, moi j'ai fait 5 ans de muscu avant, je vais tout péter en force, c'est faux. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, ça rejoint, je crois, bah, Edgar. C'est qu'au début, je voulais en faire beaucoup trop. Même en street lifting, parce que c'est exactement ce que tu as décrit. Il y avait très peu d'infos et tout. Et en fait, au début, bah, je me suis quand même pas mal inspiré de ce qui se faisait déjà.
Sauf que ce qui se faisait déjà, c'est ce que les champions faisaient déjà. Et vu que je suis pas un champion, bah en fait, bah ça marchait pas sur moi. Et ça marchait pas ça marcherait pas sur 99% des gens. Donc en fait, je faisais beaucoup trop de volume. Je m'en rappelle, j'avais des séances. En plus des exos de comp, j'avais au moins, je sais pas, 4 assistances. Ce qui est énorme, hein. C'est 4 Mm. assistances. Et pas du Hellfly et du Facepull, hein. Des grosses assistances. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les deux erreurs que j'ai faites. Ça tapait des C'est séances de marrant, je 4 trouve heures. qu'on a tous le même cheminement un peu. On passe par les mêmes étapes, à tester des méthodes. Bah, toi, Marco, la petite différence, c'est que tu as fait quand même beaucoup de Mm. musculation avant. Mais ouais, ça me faisait sourire quand Max il parlait du 5-3-1, tout ça, parce que c'est vraiment des trucs par lesquels moi aussi je suis passé. Après, je dirais pas que c'est une mauvaise méthode non plus, parce qu'il y a des trucs intéressants dans le 5-3-1 quand même. Tu as l'aspect hypertrophie qui est là aussi. Mais ouais, le 5-3-1, c'est quand même très intense. Tu as plein de séries à l'échec. Et Mm. ça, c'est chaud quand même. Là, C'est surtout vrai quand t'es qu'en fait, débutant. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est clair, on cherche la c'est un méthode à truc chaque fois. qu'on aborde dans la formation Live Trainer Global. C'est que au niveau de la programmation, en fait, on en vient tous aussi, enfin, les personnes sérieuses, entre guillemets, on en vient tous un petit peu à la même conclusion. C'est que vraiment le truc enfin, qui revient, c'est en fait la simplicité. C'est tous les trucs un petit peu trop exotiques, même les formats exotiques, où par exemple il y a 3 variations sur un même exo, il y a un top single, un top set, un back-off, un machin, un truc. Souvent, c'est vraiment la simplicité qui crée enfin qui crée la progression, qui va avec la progression. Et ça sert à rien de faire des trucs trop compliqués parce que c'est d'où l'intérêt aussi de se faire coacher parce que tout seul, on a toujours tendance à vouloir tout tester, faire plein de trucs différents et des fois, souvent des trucs même assez génériques. Là, tu parlais du 5-3-1, mais il y a d'autres formats aussi qui sont très intéressants. Bah, en fait, ça fonctionne, quoi. Et Max, je sais que tu dis souvent ça, c'est que, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que tout fonctionne, enfin, tout peut fonctionner. Après, il y a des choses qui vont plus ou moins fonctionner. Mais en fait, le street lifting, euh, il y a des méthodes qui ont été élaborées, qui ont été testées, qui n'ont pas de nom. Par exemple, nous, au sein de Lift Trainer, d'ailleurs, je t'expliquais ça l'autre fois, Max, on a développé la méthode qu'on applique maintenant avec nos élèves parce que on l'a testé pendant des années et des années et on sait que ça fonctionne. Et en fait, on est toujours en train de l'améliorer, d'apporter des petites choses, faire des petites modifications et tout. Mais il y aura plus jamais des grosses modifications. C'est terminé. C'est vraiment des réglages. Et en fait, on apprend toujours un petit peu. Mais là, c'est vraiment des miettes qu'on est en train d'apprendre. On connaît déjà les fondamentaux et on connaît aussi les choses beaucoup plus fines. Et là, ça joue plutôt sur de l'individualisation où des fois on a affaire à des gens où on se dit putain merde, ah bah lui il m'a étonné, je m'attendais pas à appliquer ça sur lui et ça fonctionnait parce qu'il avait cette problématique, il avait ce truc là machin nan, mais c'est des cas, en fait c'est des cas particuliers, tu vois. Donc je me suis un petit peu perdu. Je sais plus de quoi on parlait au Non, mais début. ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire que toutes les méthodes marchent, entre guillemets. Elles marchent si t'as la fluctuation de l'intensité, le volume adapté, la surcharge progressive. En vrai, c'est des trucs tout Ouais. basiques, tu vois. Mais si tu les appliques, rien que si tu les appliques, déjà, tu peux pas tomber dans une méthode trop bizarre. Parce que, genre, la surcharge progressive, tu peux pas l'appliquer si tu commences à faire des drop sets sur 40 séries, tu vois. Donc, déjà, si tu appliques les trucs de base, les facteurs tout principaux, tu peux pas tomber trop dans des extrêmes bizarres, à te retrouver à faire des muscle up, descendre, faire un dip traction. Ouais, C'est des trucs qui suivent un peu si tu suis la logique de base, tu vois. exactement. C'est
Qu'est-ce que t'as contre les combos d'endurance? Là, on parle de force, là, on parle pas d'un Barbarian ou. Ah ouais. Mais c'est vrai que souvent on se centre au début sur la méthode, on cherche la méthode la plus efficace, au lieu de se centrer sur en fait les principes, comme tu disais Max, sur les principes qui vont te faire progresser quoi. La surcharge progressive, bien évaluer l'intensité, aussi gérer bah, tout ce qui est renfo, tout ce qui est aussi partie, on va dire, préhab Mm, ou réhab, parce que mine de rien, Hmm. éviter les blessures, c'est vraiment ce qui va te faire mm. progresser sur le long terme. Si, Tu le sais bien si là maintenant. toutes les... C'est clair. Si toutes les fins de bloc t'es blessé, bah ta progression, elle va pas Exactement. être Et ouf. en fait, c'est justement ça qui m'a permis enfin, toute la partie muscu que j'avais eue avant, tu vois, dans mes débuts, ça m'a vachement aidé sur la vision long terme, sur la vision aussi prévention, parce que pour ceux qui savent pas, j'étais avec Rudy à Superphysique. Et en fait, lui, il était vachement là-dedans déjà à l'époque. Maintenant, c'est devenu un petit peu un extrémiste. Salut Rudy, si tu m'écoutes, il veut plus faire de squat à 100 kilos parce que 100 kilos c'est trop lourd. Mais il était déjà dans la prévention et c'est vrai que j'ai vachement été imprégné toute cette logique-là. Et c'est ce qu'il disait déjà lui il y a 15-20 ans, c'est que le mec qui va progresser longtemps et bien, c'est le mec qui va jamais se blesser. Et en fait, si vous avez des méthodes d'entraînement parce qu'il y a des méthodes d'entraînement qui fonctionnent, mais qui sont trop agressives et pas assez axées sur la prévention des blessures, et ça veut pas dire, par exemple, le fait de ne pas faire d'exo de prévention. Ça peut aussi être le fait de d'avoir un volume, une intensité trop élevée, trop longtemps, trop régulièrement. Bah, ça peut faire aussi qu'à un moment vous allez péter et voilà, tu vois, et on le voit. Et des fois, après, en fait, le truc, c'est que c'est assez difficile en tant que coach, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est le fait d'être, il y a cette balance entre préserver un athlète et qu'il ait une adhérence suffisante sur la programmation pour pas trop le frustrer. Parce que si on est trop dans le côté préventif long terme, lui, il va pas voir les bénéfices sur l'instant T, et en fait, ça peut être déséquilibré. Donc en fait, faut toujours être sur un petit peu le fil du rasoir entre guillemets. Faut pas prendre de risques trop importants, mais faut aussi, on va dire, répondre aux attentes des coachés en fait. Ouais, faut s'adapter au Ouais. profil à chaque fois. Ouais. Chaque profil est. De toute façon, en général, tu te rends compte vite quand le gars il commence à avoir un peu les dents. Ouais. Tu vois. Bah, de Tu sais, toute tu façon, sens quand déjà. il commence à hors prog, là, tu te dis, putain, Ouais, ce que merde, j'allais dire. je vais lui faire des trucs, il va plus jamais hors prog, je vais lui faire des fentes bulgares, superset, je sais pas quoi. Ça, c'est un peu un principe que t'entends aussi dans l'entrepreneuriat. Genre, si un mec il vient demander une augmentation, c'est que t'as attendu peut-être un peu trop longtemps avant de lui Mm. donner. Tu vois. C'est un peu le même truc. C'est que t'as peut-être pas capté qu'il y avait un truc qui déréglait et que le gars il commençait un peu à s'impatienter et du coup, bah, il le fait dans les mauvaises conditions. Du coup, il aura des mauvais résultats et du coup, bah, t'auras un mauvais retour. Alors Ouais. que si t'avais pu le planifier et le faire mieux, bah, juste en discutant, des fois, tu peux mieux le planifier Il et y que a ça se passe beaucoup beaucoup mieux. de mauvais chefs d'entreprise alors, hein. Ah, mais ça, c'est un vrai truc. Si tu donnes un truc à un gars avant qu'il vienne le demander, bah, il viendra pas la Ouais, deuxième fois, tu vois. Tu gagnes ouais, du c'est temps, vrai. genre. C'est vrai. Mais je trouve aussi que c'est une histoire de phase. Si la personne, dès la première semaine, elle te dit qu'elle se fait chier, il va falloir lui faire comprendre que c'est normal, tu vois. Et Après, c'est après, ton c'est vrai rôle qu'au bout aussi, de tu vois. quelques semaines, ouais, voilà. Mais au bout de quelques semaines, c'est vrai que quand tu as des athlètes qui commencent à te dire, bah, est-ce que je tenterais pas d'augmenter l'intensité sur tel exercice ou quoi? Là, je trouve qu'en tant que coach, il faut pas forcément être trop rigide non plus. Tu peux te dire, ok, si elle me demande ça, c'est peut-être qu'elle a ses raisons et que effectivement, on peut augmenter un peu. Et voilà, tu peux aussi être à l'écoute. Ça, je trouve, c'est un sujet intéressant. C'est à quel point il faut être rigide en tant que coach ou pas. Parce que c'est bien aussi d'être dans le dialogue et de faire confiance aussi à l'athlète. Mais, comme on disait, il faut pas non plus que l'athlète te dise tout ce que tu dois Ouais, faire, c'est quoi. ça. Bah, je pense que c'est le même sujet qu'on avait avant, hein. Tant que tu restes dans les clous et que les facteurs, entre guillemets, ils sont respectés, tu vois, tu peux.
t'as toujours ta marge de manœuvre, Ouais. tu vois. Après aussi, Tant que ça reste dans ça les clous. dépend aussi des moments. C'est-à-dire que si la personne, elle est en hors saison, à la limite, il y aura beaucoup plus de liberté, enfin, sans pour autant abuser. Par contre, si elle est dans une phase préparatoire à une compétition, là, tu lui dis, bon, Maxime, on va se calmer, hein, sur les hors-prog, trust the process, hein, comme on dit, et puis tu te feras plaisir à la compète, quoi. Après, c'est le rôle en vrai. En général, quand tu commences, c'est bien, c'est d'expliquer, parce que ce qu'on disait avant, il y en a plein, ils viennent de la muscu, ils viennent du street workout où t'as pas vraiment la notion, tu sais, de gestion des blocs, de gestion de la périodisation, etc. Je trouve que c'est bien d'expliquer dès le début un peu le plan, tu vois, que tu vas mettre en place. Même si le gars il dit qu'il connaît, etc. Souvent il y en a qui pensent connaître, mais qui n'ont pas vraiment les vraies bases. C'est bien de leur dire, par exemple, tu vois, première semaine, t'étonnes pas, ça va être vraiment facile. On va voir un peu comment tu gères techniquement, on va mettre en place, voir un petit peu s'il y a des trucs à modifier, etc. Qui se sentent pas déjà première séance, il commence, tu sais, il arrive sans rien, il essaye, il se dit, ouais, c'est facile, je me fais chier. Enfin, ça va être nul, tu vois. Ah ouais. C'est bien d'expliquer un peu le plan, c'est que tu vas dérouler, comme ça le gars il est pas perdu dès le début, tu vois. Et t'évites les questions ou les craintes un peu, tu vois, que tu peux avoir qui tapent un hors-prog ou que ça parte un peu en vrille, tu vois. Mm. C'est ça, ouais. C'est impliquer le plus possible la personne dans le processus. Que ce soit pas juste un athlète qui reçoit sa séance le jour J ou enfin sa séance, son programme de la semaine et qui l'applique sans réflexion derrière. Si tu arrives à lui faire comprendre ta vision, où est-ce que tu veux l'emmener à court terme, genre en fin de bloc, et à plus long terme, là je pense que c'est Mm. gagnant-gagnant, quoi. Exactement. Sans transition, on passe au troisième sujet. C'est donc, je vais vous On aime poser ça. à vous deux donc la même question. C'est quoi la chose qui vous attire le plus chez un coach et à l'inverse celle qui vous rebute le plus? Ah ah Qui démarre? ah ah. En vrai, je peux démarrer si tu veux, Vas-y comme tu Max. veux. Vas-y, vas-y. Moi, je dirais ce qui m'attire le plus, c'est que qu'ils répondent à mes questions, tu vois. Tu vois, par exemple, quand je suis tombé sur ton podcast, etc., je suis même sur ton profil, même Marco, tu vois, je suis arrivé parce que je me posais des questions et bah la personne qui a répondu ou qui avait le plus de réponses, tu vois, bah c'était toi. Donc le truc, c'est que le mec qui répond aux questions que tu te poses, ça veut dire que lui aussi se les est posées, donc il aura peut-être une vision qui peut t'intéresser et être profitable à toi. Alors que si tu tombes sur un gars qui a juste des perfs, ça c'est le truc qui me rebute, mais je dirais même pas qu'il me rebute en vrai, mais qui m'attirerait pas, tu vois. Mais si un mec qui partage que des perfs, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il peut t'apporter en tant qu'humain et en tant que sportif, tu vois. Alors que si tu cherches quelque chose qui t'intéresse et que tu tombes sur un mec qui répond à ta problématique, c'est un peu le principe d'un tunnel de vente, tu vois, si on parle d'entrepreneuriat, entre guillemets. Si le mec il arrive et que t'as la réponse à sa question, bah il va t'en poser une autre. Il va voir que t'as encore la réponse à sa question, il va se dire, bah je vais aller le voir, lui, je vais gagner du temps, tu vois. Il a des choses à me montrer, tu vois. Et ce qui me rebute, qu'est-ce qui me rebute? Peut-être le fait de trop penser tout savoir, tu vois. Parce qu'on est dans un sport quand même qui est assez jeune, assez récent. Et il y en a qui sont déjà trop dans une vision fermée du truc, où ils sortiront pas de leur truc. Donc ils sont pas vraiment prêts à apprendre, je pense aussi, tu vois. Ils ont leur vision, et ils en sortiront pas. Et tu le vois, tu sais, ils font des stories questions-réponses, il y en a plein qui font ça. Où tu vois que les réponses, c'est oui, non, tu vois. Il y a pas de place, tu sais, pour Mm. l'apprentissage ou la remise en question. Et moi, ça, c'est un truc que j'aime pas trop, tu vois. J'aime bien ceux qui aiment bien se remettre en question, apprendre, parce que tant que t'apprends, t'es de mieux en mieux normalement, donc ton service il s'améliore en plus quand t'es coach. Donc un mec qui est trop dans sa vision et qui est trop fermé, tu vois, ça me rebute assez vite, tu vois. Après, un mec qui posterait que des perfs, tu vois, après ça c'est un choix, mais c'est pas quelque chose qui me rebuterait, parce que je pense que si j'avais quelque chose, si je voulais travailler avec, j'irais peut-être lui parler, voir, tu sais, comment il réfléchit, etc. Donc ça pousserait un petit peu plus loin, mais c'est sûr que c'est pas le plus avenant, tu vois, d'avoir un profil avec que des dips. Mais je pense que ça serait ça, tu vois. Ok. Edgar? Bah, moi je dirais que je serais un peu plus rebuté que Max par un profil avec que des perfs. Parce que, ouais, moi ce que je regarde vraiment en priorité, et c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai pris un coaching, c'est les résultats de la personne en tant que coach. Genre, est-ce que la personne, elle a fait progresser des athlètes qui avaient un profil similaire au mien et qui avaient des objectifs similaires au mien.
Typiquement, ouais, quand j'avais pris le coaching avec Alex, par exemple, c'est exactement ça que j'ai retrouvé. J'ai vu voilà, des mecs qui avaient mon profil, qui voulaient atteindre les mêmes skills, qui avaient à peu près le même niveau de force. Et du coup, ça, vraiment, je trouve, c'est l'argument ultime. C'est la preuve, tu vois. C'est, regarde, lui, il a réussi avec moi, donc toi aussi, tu vas y arriver. Et voilà, ça, c'est vraiment le truc le plus convaincant. Après, moi, je suis quand même assez sensible aussi au relationnel. C'est-à-dire que j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me motive, qui me pousse. Mais ouais, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui communique en fait. C'est moi si j'ai un coach qui est pas assez disponible, qui répond pas assez aux messages, qui bâcle un peu le truc en gros, qui fait des retours vraiment vite fait, ça va quand même vite me saouler. Moi, j'ai besoin, tu vois, même en fait de parler, comment dire, échanger sur le sujet de l'entraînement, vu que à chaque fois que j'ai pris un coaching, c'était pas juste en tant qu'athlète, c'était aussi pour me former un peu et apprendre des choses. Et du coup, si c'est un coach qui est juste là pour me balancer la prog, un petit retour vite fait et pas forcément prêt à expliquer les choses, ça m'intéresse moins. Et voilà. Ce qui me rebuterait, ça serait, ça c'est compliqué de le voir avant de prendre le coaching. Et sinon, ce qui me rebuterait, ça serait, ouais, quelqu'un qui est pas assez pédagogue, quoi. Ça serait quelque chose qui est assez rédhibitoire. Ok. Ouais, intéressant, hein. Les deux visions, je trouve qu'elles se recoupent bien. Et je dirais que je vais trouver le truc facile, mais je dirais que c'est un petit peu un mélange de vos deux visions. Parce que ce que tu disais, Edgar, par exemple, sur les résultats, et ça d'ailleurs, c'est carrément enfin, une réelle réflexion qu'on pourrait se faire, c'est que c'est un truc qui est beaucoup plus présent parce que je dirais que c'est beaucoup plus esthétique en musculation remise en forme, les résultats qu'a Mm. un coach. On va beaucoup plus se baser là-dessus. Et je connais, là, je pourrais en dire des dizaines, des coachs qui n'ont pas forcément eux-mêmes des gros physiques ou des grosses perfs ou des trucs comme ça, mais qui ont des super résultats et qui fonctionnent bien, en fait, en tant qu'entrepreneur. Et à l'inverse, j'ai l'impression quand même dans la force en règle générale, c'est un petit peu moins présent en powerlifting parce que le public est un petit peu plus éduqué, mais en street lifting, vraiment, tu sens déjà que c'est une population qui est extrêmement jeune et qui va être beaucoup Mm. plus sensible, beaucoup plus fanatique, on va dire, et qui va faire abstraction en fait de tout le reste. C'est genre en mode, je veux me faire coacher par ce champion parce que je le kiffe, c'est mon idole et je veux lui ressembler. Et je sais que bon bah vu que lui il a atteint ce niveau-là, bah c'est sûr il va pouvoir me le faire atteindre quoi. C'est ça. Alors on peut pas vraiment vouloir à ces personnes-là parce que déjà elles sont jeunes, donc elles manquent d'expérience. Sauf que bon bah voilà, hein, ça fonctionne pas tellement comme ça. Euh, et je dirais que moi, je rejoins vachement Edgar. Et je trouve que bah, notre ami Alex, d'ailleurs, Alex, si tu nous écoutes, salut, fait très bien son taf de ce côté-là. C'est qu'il arrive extrêmement bien à mettre en valeur les résultats. C'est très, très parlant de ses élèves. Moi, c'est un mec qui m'inspire confiance. Tu vois. Quand je regarde, même il a une attitude, Alex. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, et tout le monde a sa personnalité, mais je trouve qu'il inspire confiance parce que tu sens déjà qu'il sait de quoi il parle. Il parle de manière soutenue. Ça fait des années qu'il fait ça parce que lui, c'est un vieux de la vieille hein, maintenant, Alex. Et du coup, il montre les résultats aussi qu'il a avec les gens. Donc moi, je trouve ça hyper important. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un truc de vieux, peut-être. Enfin, j'en viens à me dire ça parce que je suis aussi comme ça, moi. Moi, On est entre vieux là. Hein? On est entre vieux là. Ouais, enfin, il y a un petit jeune là. Tu n'arrives pas trop loin Max, d'Edgar il quand est même. plus jeune que toi, non? Mais non, Ah, mais non, ah on a ouais, le vous même avez le âge. même âge. Ok. Vous avez quel âge, les gars? Je suis Pour juste plus fort rappel. encore. 30 ans bientôt.
Et moi j'ai Ah 28. voilà. Ah, Une petite mais Mais attends, non, il différence, était plus jeune, mais, BG, oui, c'est pour ça. mais non, Edgar, t'es vieux, désolé. Hein. ah la vache. Et, Il me l'a pas dit ça, il me l'a caché. Comme quoi, tu vois, on se connaît pas encore ouais, tellement t'as au vu, je final. le Hein. connais mieux que toi, il me dit des trucs que tu sais pas, hein, fais attention. Tu savais pas qu'il avait fait de la boxe, Ah oui, donc c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un partout. Et ouais, donc pour en revenir au sujet, bah ouais, donc il y avait ça. Et puis ouais, bah après, moi je trouve ça inspirant, hein, les gens qui mettent des PR et tout. Je pense qu'en fait, ce que je kifferais pour moi le profil parfait, ça serait un mec qui a des perfs, qui a des résultats et qui a un bon relationnel aussi, parce que ça, vous l'avez cité, et c'est hyper important, parce que l'entente avec son coach, bah, c'est un mec à qui vous allez avoir affaire pendant des mois. Ça serait quand même mieux de bien s'entendre avec lui et que le courant passe. Donc, en gros, si vous aimez bien sa personnalité, bah, c'est vraiment un très très gros point fort. Et puis, à l'inverse, si le mec c'est un robot ou si vous voyez qu'il a pas de temps pour vous, c'est vrai que bon, c'est pas terrible et c'est hyper frustrant, surtout quand on est passionné, quoi. Mm. Et toi, Marco, t'aimes bien quel type de coach? Si toi, tu te positionnes en tant qu'athlète, t'aimes bien Bah plutôt un c'est coach qui ça. va un peu te rentrer dedans et te dire les choses, ou un coach qui est un peu plus Ah dans ouais non le moi tact? en fait tu sais c'est je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir, tu vois. Moi je préfère un mec qui me rentre dans l'art, qui me dise même crûment t'as fait de la merde, machin et tout. Même si moi jamais je dirais ça à un élève, mais Bah, il y a ouais, la manière de le voilà. dire aussi. Mais du coup, ouais, je préfère quelqu'un qui soit cash, direct, et limite qui prenne pas de gants, tu vois. Genre, alors que, bien évidemment, en fait, et c'est là aussi enfin, pour moi, ça fait de toi un bon coach, c'est un mec qui sait s'adapter à son interlocuteur. Si le mec, il est pareil dans toutes conditions, alors ça, c'est bien dans le privé, mais dans le professionnel, faut quand même s'adapter à la personne. La personne, elle S'adapter, ouais. vous paye, elle paye un service. C'est quand même pour qu'il soit un minimum personnalisé, quoi. C'est clair. Ouais. C'était qui toi qui t'avais Et moi coaché à aussi, l'époque? j'aime Tu bien. t'es fait coacher, non, un petit peu? Ouais, Parce qu'il n'y avait pas encore de coach en ouais, street. moi, je m'étais fait coacher par un ami qui est inconnu au bataillon, avec qui justement on a développé la méthode qu'on promulgue au sein de Leaf Trainer. Et on a fait plein d'essais, tests, enfin des tests et tout. On a vu ce qui fonctionnait moins. Et après, bah moi j'ai affiné avec le temps, avec les gens que je coachais aussi. Mais ouais, à l'époque, d'ailleurs ça c'est marrant. Je sais plus à qui je disais ça. Je disais en 2022, il y avait un coach réellement spécialisé en street lifting, c'était Lift Trainer. Maintenant, vous allez sur Instagram 2 ans après. 2 ans, c'est que dalle, hein. Il y en a des centaines. Il y en a Un des million. centaines. Des centaines. Et ça me troue le cul parce que tous les jours, je vois les trucs ou même On voit des des nouveaux. mecs, genre que je suis, et je fais ah bon, il est coach lui. C'était la petite. En plus, il y a des formations Eh pour oui. coach maintenant, donc Ouais, forcément, mais ça tu fait. sais, tu comprends. J'ai pas le budget. Tu vois. Ouais, donc voilà. Ok. Alors ça, c'était la question pour les coachs. Et maintenant, je vais vous poser la question pour les athlètes. Donc, je repose la question. Quel athlète pour vous vous attire le plus? Donc, ça peut être en gros tout ce qui dégage, sa façon de voir l'entraînement, etc. Et à l'inverse, tout ce qui vous attire moins chez un athlète. Vas-y, Edo. Je réfléchis en même temps. Vas-y, moi je vais si tu veux. Hein.
Moi, je suis tac au tac, genre, tu sais, je Non, bah, réfléchis moins. il est dans l'impro, Max. Tu sais, pour le podcast, des fois, on prépare des plans, mais il aime pas, lui. Il est... Je les lis pas, moi. Non, mais en profil d'athlète, alors moi, pour l'instant, j'ai eu plutôt affaire à des gens assez débutants, voire même des gens qui, de base, n'étaient pas intéressés par exemple, la calisthénie ou le streetlifting. Et c'est moi qui les amenais petit à petit là-dessus. Et j'aime assez quand même le profil débutant parce qu'en fait, tu as vraiment l'impression d'avoir une page vierge et que toi, tu vas écrire, quoi. Et tu vas vraiment poser les bases. Et tu as aussi cette fierté de te dire, mais c'est entre guillemets grâce à moi que la personne a atteint ce niveau-là, quoi. Et ça, c'est quand même vachement, vachement glorifiant. Après, au niveau de la personnalité, j'aurais du mal à dire parce que moi, j'arrive quand même assez bien à m'adapter à pas mal de personnalités différentes. Ça, je pense, c'est un peu le métier de prof qui t'oblige à t'adapter aussi. Mais ouais, le truc qui me saoulerait quand même, c'est celui qui va en faire qu'à sa tête et qui ne suit pas tes conseils ou qui ne suit pas du tout ton plan. Ça, c'est clair que c'est assez frustrant. Ou alors, voilà, celui qui prend les choses un peu à la légère, genre, tu lui fais un retour technique, bon, tu vois que c'est pas appliqué la semaine d'après, tu lui refais le même retour technique, tu vois que la semaine d'après, c'est toujours pas appliqué. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, on va continuer le coaching, mais clairement, il y a un petit manque d'investissement et je pense souvent, ce qu'on n'aime pas, comment dire, c'est les traits de caractère qui nous sont opposés. Tu vois, moi, je sais que quand je me fais coacher, je suis à fond, quoi. J'essaie vraiment d'appliquer tout à la lettre pour progresser. Et du coup, on a tendance à penser que tout le monde va faire Mm. pareil que nous. Mais non, c'est pas le cas. Il y a des gens qui perçoivent pas la chose de la même manière. Il y a aussi des gens, ils vont prendre un coaching, ils vont se dire, bah c'est bon, j'ai payé, du coup je vais progresser. Je caricature, mais en gros c'est un peu ça, tu vois. Ils se disent, du moment que je me fais accompagner, je progresse. Mais non, c'est pas si simple que ça. C'est quand même comment dire, une relation de confiance. Et il faut que l'athlète donne du sien et s'investisse à fond pour performer. Donc ouais, je dirais plutôt ça, un athlète trop, trop têtu et pas assez investi Ok. dans le coaching. Et donc là, Edgar, il nous a décrit, parce que moi j'ai mal développé ma question, je voulais plutôt parler des athlètes, pas des athlètes qu'on coach, mais des athlètes dans le sport, dans le streetlifting. Donc Max, la question n'est pas exactement la même que pour Edgar. Pour les athlètes qui nous attirent le plus. Moi, je dirais ceux. Le meilleur exemple que j'ai en vrai, c'est Captain. Quand tu le vois, tu sais, il a beau avoir un niveau monstrueux, il se prend pas la tête, il vient, il parle, il rigole avec tout le monde, il donne des petits tips à droite à gauche, il hésite, même des gars qu'il connaît pas, il hésite pas à aller les voir, à les parler avec. Il met une bonne ambiance, tu vois. Il rayonne, genre, on va dire. J'espère qu'il va pas le voir parce qu'il va m'envoyer un message après. Tu Mais veux, tu vois, T'envoies j'aime un bien petit tu peu. as son numéro, si tu veux, je peux te le donner, hein. Ah si, je l'ai, ouais. J'aime pas. Tu vois, moi j'aime bien le gars, il arrive. Genre, tu sens, tu sais, qu'il est là pour passer un bon moment, tu vois. Et il met une bonne ambiance. Ça, j'aime bien, tu vois. Et l'inverse, bah, il y en a, on les voit, tu sais, quand tu vas en compétition. Le gars un peu dans son coin. T'as l'impression que si tu vas lui parler, il va te mettre une patate. Tu vois, tu sais, il est. Je sais pas s'il y a un but de lui-même, c'est le bon mot, mais tu Ouais, vois, si, si, c'est le bon mot, il ouais. s'aime bien, tu vois. Si on veut résumer, il s'aime bien, tu vois. Et ça se sent tout de suite, tu vois. Et ça, c'est le genre de personne vers qui j'aime pas du tout aller, tu Mm. vois. Même si pour avoir des conseils intéressants, etc., ça me donne pas du tout envie d'aller vers Mm. eux, tu vois. Donc un mec accessible, qui est good vibes, et à l'inverse, un mec qui est fermé, qui fait son truc et qui se prend pour un ouf, quoi. Ouais, Ok. exactement. Et pour C'est bien rebondir résumé. sur ce que dit Max, c'est vrai que moi, un truc que j'aime pas du tout, c'est un petit peu les gens ouais, qui ont trop cet ego-là, de se sentir au-dessus du lot, et t'en vois partout, même à la salle. Et en fait, je me dis toujours, faut se rappeler aussi du niveau que tu avais quand tu as démarré, quoi. Tu vois, on en voit des fois des gens qui vont juger un muscle-up qui est pas clean, tout ça, mais mec, rappelle-toi, en fait, toi, quand tu as démarré, c'était pareil, quoi. Et je trouve qu'il y en a qui oublient un peu ça. Ils prennent les choses pour acquises, alors qu'on a tous démarré de quelque part. Et en fait, la meilleure attitude à avoir quand tu vois quelqu'un à la salle qui fait de la merde ou tout simplement juste qui est en train d'essayer de progresser, bah, c'est d'aller le voir, de lui donner quelques conseils, et éventuellement, voilà, partager ton expérience. Mais c'est pas juger un Mm. peu, ah, il fait que ça. Voilà, ça, heureusement, c'est pas la majorité, hein. Mais on en voit de temps en temps et je trouve ça,
Moi, je trouve ça débile. Ouais, c'est clair. Bah, ça, c'est un petit peu de l'immaturité pour moi, je trouve, et un manque d'empathie, quoi. C'est clair. Et que aussi, il faut prendre aussi toute la dimension, comment dire, génétique dans le sport. Toi, ça se trouve, t'as progressé, ta progression, elle était incroyable. T'as atteint un super niveau très très vite. Et il y a un mec pour faire ce que t'as fait, un autre mec qui va devoir charbonner pendant 10 ans. Et peut-être même qu'il y a d'autres gars qui atteindront jamais ton niveau, alors qu'ils sont plus investis que toi. Ouais, c'est clair. Et en fait, moi, souvent, je le vois ça. Pour moi, les gens comme ça, souvent, c'est les gens qui ont le moins galéré. En fait, c'est très facile Ouais. pour eux. Et en fait, ils se disent, mais attends, lui, c'est une merde, en fait, s'il y arrive pas. C'est que il veut pas, il veut pas, en fait. Mais en fait, non, on n'est pas tous égaux. C'est pas parce que tu veux que tu peux. Ça d'ailleurs, c'est un truc, je le vois trop sur Internet et même dans la vie en règle générale, que ce soit dans le sport, l'entrepreneuriat et tout. C'est pas parce que tu as de la volonté que tu vas atteindre tes objectifs. Ça, c'est de là ça, c'est ce qu'on essaye de te faire croire, ça, pour te vendre des trucs. C'est le bullshit. Mais No pain, no gain. exactement. Mais en fait, non. En fait, on n'a pas tous les mêmes cartes. Et même dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport. Donc, faut pas non plus croire que tout est possible avec de la volonté. Bah, ça, c'est dans les bisounours, c'est dans les Disney peut-être, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Alors, on vous dit pas qu'il faut pas de volonté et vous pouvez pas atteindre vos objectifs. Si, mais si vous avez des objectifs extrêmement élevés, il faudra plus des fois que de la détermination. C'est ça que je veux dire. Ouais, Euh, c'est ça. Je dirais qu'il faut voilà. être lucide, tout simplement. Il faut être lucide sur son niveau. Il faut savoir quel objectif tu peux atteindre. Tu vois, moi, je me dis pas que je vais être champion de France de streetlifting. Mais je m'en fous. Tu vois, j'en suis conscient. Et par contre, je suis content de progresser. Et je suis content de Mm. dépasser mes paliers, Parce quoi. que bah, ces mecs-là, en fait, par exemple, les mecs très doués, alors il y en a qui ont conscience des choses, mais il y en a d'autres qui sont totalement à la ramasse, quoi. Qui pensent que, en fait, ce qu'ils ont vécu eux C'est ça. pour eux, bah, c'est la norme et c'est comme ça pour tout le monde. Mais en fait, non, c'est pas ça la vie. Donc, sans transition, parce qu'en fait, je vois le temps passer et j'ai encore des questions. C'est clair, ouais. Et Impressionnant. alors, attends, alors j'ai deux questions. C'est quoi la... Attends, quelle est la mieux? Euh, Et il en avait des questions non, finalement. mais Il nous a menti, hein. c'est juste qu'on a Ouais. beaucoup parlé. Euh, C'est toujours est-ce comme ça, de que toute façon. pour vous... Non, attends, je vais poser l'autre question. Faut-il avoir attends, non, c'est nul comme question parce que j'avais mis faut-il avoir une stratégie en compétition, mais c'est complètement débile comme question. Donc je vais je Oui. vais- voilà, fin Oui. du podcast, à la semaine prochaine. Vous pouvez liker, commenter et partager. C'est Pour un coaching, contactez-nous. Quelle stratégie vous metteriez en place pour une compétition et dans la chronologie pour que la réponse soit plus courte, je dirais juste avant la compétition, le jour de la compétition, quelle stratégie vous metteriez en place? Vas-y, Maxou. Tu veux que je commence? Tu veux la stratégie quoi genre à partir du moment où tu arrives sur le lieu de la Ouais, compétition ouais, ou ouais. Bah déjà premier truc c'est essayer d'aller gratter la pesée le plus tôt possible. Je vois pas du tout Je suis un pourquoi tu expert dis un ça. peu. Donc aller gratter la pesée le plus tôt possible parce que dans un sport à catégorie de poids déjà le but c'est de reprendre du poids le plus rapidement possible. Donc plus on se pèse tôt, plus on est loin de la compétition, donc plus la réhydratation et le refeed peut être efficace et important. Donc dès que vous arrivez, essayez d'aller voir les organisateurs, essayez de gratter la pesée, ou même si vous pouvez vous peser le lendemain. Nous on l'avait fait quand on avait fait la compétition. Ça c'est l'idéal. Une fois que la pesée elle est faite, allez vraiment prendre conscience du planning tout de suite, le planning de la compétition. Des heures d'échauffement, parce que d'ailleurs il y en a qui se sont fait avoir au premier pas, tu vois, quand ils sont passés le dimanche. Le samedi, on avait commencé à 9h, 9h30, échauffement 9h, et le dimanche, ils avaient fait commencer 9h, et ceux qui étaient là le samedi, du coup, qui avaient des athlètes, ils pensaient que c'était la même chose, et ils se sont fait avoir sur les muscle-up,
une petite demi-heure de retard du coup, donc ils ont fait leur réchauffement pendant leur muscle-up. Et ça, c'est pas ouf du tout. Donc prenez conscience du planning. En général, de toute façon, il suffit d'aller demander où il est affiché. Et des petites modifs horaires qu'il pouvait y avoir. Faites-vous accompagner de quelqu'un aussi. Parce que même si c'est pas forcément votre coach, juste quelqu'un qui connaît la force, c'est quand même mieux, et qui a déjà un peu vu comment ça se passait une compète. Juste qu'il puisse aller justement voir s'il y a des retards, ou si justement c'est en avance, ou si aller donner vos barres par exemple. Enfin, vous décharger mentalement du plus possible sur quelqu'un. Et que vous ayez seulement à penser à vos lifts et à ce que vous avez à faire le jour J. Et le mieux c'est d'avoir une feuille de match établie à l'avance quand même. Donc petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de la journée, essayez de la respecter au maximum. Ensuite, on va faire des essais. Essayez de pas trop vous surestimer. De commencer à chaque fois avec des openers très très bas. Un RPE 6-7. Parce que si l'opener vous le loupez, là vous êtes carrément dans la sauce pour votre compétition. Imagine, t'arrives, tu fais ton premier muscle-up, tu le loupes. Là mentalement tu commences à vriller et tu te dis je vais tout louper, je suis une merde, j'ai loupé mon picking, ma prog c'est de la merde. Donc essayez d'avoir un truc assez intelligent pour que vous puissiez réussir tous vos openers dans toutes les conditions possibles. Donc si vous arrivez fatigué, en retard, pas le temps de s'échauffer, faut qu'il puisse passer. Et ensuite, deuxième essai, je vais aller dans les petits détails. Deuxième essai, il faut pas que ça soit un PR, mais il faut que ça soit une perf que vous avez déjà fait au mieux et que vous maîtrisez, que vous êtes presque sûr de passer, entre guillemets. Et dernier essai, en général, on lâche un peu les chevaux, on tente un truc pour voir, essayer quelque chose d'intéressant. Soit un truc que vous avez déjà passé, par exemple, une seule fois et que vous n'avez pas réussi à refaire depuis. Ou si vous êtes vraiment en forme, tentez quelque chose de plus impressionnant. Et ensuite, kiffez le moment, hein, parce qu'en vrai, les compétitions, elles sont pas nombreuses, surtout actuellement. Donc le principal, ça va quand même être de kiffer la journée, parce qu'en général, si en plus vous avez une bonne prépa, que vous êtes en forme, que toutes les étoiles sont alignées, vous allez passer une journée incroyable. Donc faut en profiter parce qu'il n'y en a pas souvent. Et je pense que c'est pas mal. Et prenez le temps aussi après la compète parce que vous allez être complètement mort. Voilà. Masterclass. Ah, j'ai peut-être oublié un tout petit truc. Faites pas des choses que vous avez pas l'habitude de faire en temps normal. Donc par exemple un mec qui prend pas de caféine ou qui a jamais tenté de pré-workout, vous mettez pas, vous tapez 2 scoops, 3 scoops pour essayer parce que vous pensez que vous allez être en forme le jour J. Faites des petits tests avant au pire, mais tentez pas de trucs que vous avez vraiment jamais fait le jour de la compétition. Là je pense qu'on est pas mal. Edgar, il a plus rien à dire. Hein. Ah non, c'est clair. En plus, Je suis tout dans la j'allais prendre, dire pas justement de... cette dernière phrase, c'est ce que j'allais dire, ne pas faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ça, c'est valable dans tous les sports. Et c'est valable aussi, par exemple, sur la technique. Tu vas pas tenter une nouvelle technique parce que à l'échauffement, tu as vu quelqu'un qui faisait ça et tu as vu qu'il était plus fort que toi. Ça peut paraître con de dire ça, mais des fois, quand on est dans le stress, on peut avoir des raisonnements qui sont pas forcément rationnels. Il faut rester sur ce qu'on connaît et pas faire les fifous. Ça arrive souvent, les gens qui viennent donner des petits conseils pendant que tu t'échauffes, et ils peuvent, si t'es trop à l'écoute, ils peuvent vite te mettre le Ouais. doute, Ça, c'est et des mecs tu veux qui tenter quelque chose, et tu sais déstabilisent. que tu peux te baiser, tu vois. Ça, c'est des mecs qui veulent gratter des places. Hein. Ouais, je pense que tu devrais Ouais, c'est faire un ça. squat high bar. Et tu manques pas un petit peu d'amplitude, et si justement, si t'as personne avec toi pour te filmer ou pour te donner un avis contraire, tu te dis putain, merde, il a peut-être raison en fait. En plus, ça change un peu le setup de d'habitude. Ça, j'en ai pas trop parlé aussi, mais essayez de respecter votre setup de d'habitude. Parce que du coup, vous allez vous retrouver sûrement avec des barres de dips réglables, des choses que vous n'avez pas l'habitude. Tentez pas de les mettre ultra serrés parce que vous êtes à l'aise au début. Essayez d'avoir le même écart que vous avez à l'entraînement d'habitude. Ça, c'est important parce que vous allez être complètement perdu, sinon vous allez vous écraser en bas du dips parce que quand c'est léger, on a l'impression qu'on est plus à l'aise et dès qu'on commence à mettre un peu de poids, ça peut vite perturber. Il va nous dire d'acheter une station Dips comme il a fait. Ah, si vous pouvez, c'est quand même le mieux, hein, s'entraîner avec les C'est vrai, conditions de c'est compétition. vrai que c'est top. Ouais. Donc Edgar, en fait, il a vraiment plus rien à dire, je crois. Non, là, il m'a rien Alors laissé, il a tout moi, dit. j'aurais un Sans truc pitié. à dire que je vois absolument à toutes les compétitions, et je peux vous dire que j'en ai fait des compétitions ces 2 dernières années. C'est des gens qui se font emporter par la hype. Euh, alors ça, c'est hyper dangereux parce que, mais franchement, je vois ça tout le temps. Et toujours un athlète qui me dit ah putain, je me sens trop bien là, ça volait trop sur l'échauffement. Vas-y, si, tu sais, on a établi déjà une feuille de match. Non, non, mais là, si on met plus, là, moi, je suis sûr que ça passe et tout. Et en fait, ça, c'est lié à un deuxième truc, c'est le fait de se dire et de pas être
totalement satisfait et de se dire merde, bon là j'ai fait une troisième barre, j'ai fait un PR mais j'aurais pu mettre plus. Et en fait ça pour moi c'est un piège total. Pourquoi? Parce que en fait le but c'est quoi? Le but c'est de se tester jusqu'au bout des retranchements lors d'une compétition ou c'est de se tester pour kiffer la compétition. Parce que c'est quoi le but? C'est d'aller chercher un RPE 12 en troisième barre. D'ailleurs, ça, on le voit tout le temps. C'est en fait, je vais vous dire un truc et ça, peut-être que ça s'est jamais dit, mais c'est très vrai. La différence entre un bon athlète et un athlète moyen ou un athlète expérimenté et un débutant ou intermédiaire, vous le voyez tout de suite en compétition. Pour moi, un mec qui sait pas ce qu'il fait, un intermédiaire, un débutant, un mec qui est pas coaché et tout, en général, il foire toujours ses troisième essais, ou on va dire une fois sur deux, il foire ses troisième essais. Un mec qui est expérimenté, qui se fait coacher, euh, c'est un mec, il va arriver en troisième essai et sûrement qu'il sera pas RPE 10 sur son troisième essai. Et pour moi, c'est ça qui fait la plus grosse différence entre un top athlète et un athlète moyen ou débutant. Et ça, on le voit. Hein, et d'ailleurs, je vais dire encore un truc qui va peut-être faire parler, mais j'en ai rien à foutre. Pour moi, les gens qui se font coacher et qui ont ce genre de truc arrivé en troisième essai, à part des cas exceptionnels ou quoi, mais sur quasiment tous les troisième essais et être RPE 12, changez de coach tout de suite. Je vous le dis, hein, parce que votre coach, il est nul. Donc ça, c'est un truc, ça se voit en fait en compétition. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Donc pas se faire emporter par la hype. Et en fait, vous allez voir, vous êtes dans un environnement où tout le monde fait des PR, tout le monde est hyper motivé. Il y a vraiment une énergie qui se dégage des compétitions. Et même nous, en tant que coach, des fois, on arrive à se faire avoir par ça, alors on est même pas athlète. Et en fait, on est emporté par ce truc-là et on se dit ah putain ouais je le sens bien, il a fait une bonne prépa. J'avoue sur les warm-up, les premières barres, deuxième barre c'est bien monté. Vas-y on tente un truc, ça peut arriver. Alors toujours dans une certaine mesure, mais tu vois pour Max je m'en suis grave voulu et je crois que je te l'ai dit sur les dips où je me suis dit putain parce que des fois ça se joue en fait à 1,25 kg près où la rep elle va bien monter et à et 1,25 kg de plus, vous allez rester en bas en fait. Vous êtes tellement loin dans les intensités que ça peut jouer à que dalle. Et je crois qu'on avait dit 113,75 sur la troisième barre. Ouais, c'est Et ça. en fait, je m'en suis grave voulu parce que quand j'ai revu les vidéos, je me suis dit putain, mais non, en fait, j'aurais pas dû mettre ça, la troisième barre, tu vois. J'aurais dû mettre, en vrai, franchement, si c'était à refaire, et vous allez me dire, mais attends, il raconte quoi, là? Il lui aurait mis que 112,5. Mais ouais, je t'aurais mis que 112,5, et je pense que ça serait passé à 112,5. Après, ça fait partie de Bah oui! l'expérience, hein. Et en fait, donc ouais, voilà, un petit peu. Donc en gros, essayer dans la mesure du possible. Je sais que c'est très compliqué, mais d'être un petit peu hermétique et de prendre du recul. Le petit conseil, c'est n'hésitez pas à vous isoler aussi pendant les compètes. Soyez pas non plus dans le flux, comment dire, dans le corridor où il y a tous les athlètes et tout. Si vous avez le temps de vous isoler. Moi, je pense qu'avoir des temps où on fait un petit peu redescendre la pression, on retemporise et tout, c'est vraiment bénéfique que toujours être dans la compète à 100%, quoi. Enfin, faut être dans la compète à 100%, Ah, moi, mais c'est ce que j'ai fait, moi. hmm, Moi, c'est ce que j'ai fait tout le long des premiers pas, tu vois, j'ai pas regardé un seul lift de aucun de mes concurrents, entre ouais. guillemets. Je m'étais posé juste dans le coin avant de passer, là, et je faisais des allers-retours, j'ai fait 10 000 pas dans la compétition. Mais j'ai regardé aucun lift, comme ça, j'avais aucune indication de me dire
putain, ils sont au-dessus de moi, ils sont en dessous de moi. Toute la compétition, elle se joue jusqu'au dernier livre, donc ça sert à rien de regarder les pertes des autres. Parce que si t'es dernier et que les gars ils ont pas de squat et que t'arrives avec 250 au squat, bah t'as beau t'être pris la tête pendant toute la compétition, t'as gagné quand même. Tu vois. Ouais. Donc faut vraiment se focaliser sur soi-même et pas se focaliser sur les autres. Je pense que c'est important. Ça dépend aussi un peu de la personnalité. Bon, je pense s'isoler, ça peut être bon pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont vraiment aimer être dans cette hype et dans l'ambiance, et ça va peut-être être Ouais. bénéfique pour eux. Et à l'inverse, tu as des gens, ils vont avoir vraiment besoin d'être tranquillement dans Moi, leur je pense coin, que. et Toi, tu laisses, en vrai, tu ça laisses, dépend tu d'un laisses beaucoup d'énergie à rentrer dans Ouais. la hype, tu vois. Même si Je si mentalement t'es pas dedans, juste à t'enjailler un peu, genre C'est tu laisses ça. beaucoup, beaucoup Moi, je d'énergie, pense je trouve qu'il que. faut, même si le mec il adore ça, je pense qu'il faut le préserver, tu vois. Et faut lui expliquer avec pédagogie pourquoi il faut qu'il se préserve. Faut pas lui dire, ouais, là c'est bon, arrête tout de suite, vas-y, viens, on va dans la salle de chauffe. Faut pas non plus, ouais, voilà, contraindre. que ça se transforme en punition, mais lui expliquer pourquoi. Mais ouais, faut vous préserver en compète. Je trouve que c'est important. Ouais. Et comme tu disais, Max aussi, et ça, on le voit aussi beaucoup, même sur des compètes, par exemple régionales, où les mecs, en fait, enfin, en fait, si vous avez pas beaucoup d'écart et que ça se joue à 1,25 ou des trucs comme ça sur un troisième essai, pourquoi pas avoir une stratégie? Mais en vrai de vrai, à part à très haut niveau, si vous êtes vraiment très expérimenté, pour moi, la seule stratégie qui est valable, c'est votre stratégie pour vous-même, en fait. Faut pas avoir une stratégie en Mm. fonction des autres. Ça peut valoir le coup, mais je vous dis, dans des cas très particuliers, la majorité des gens ne sont pas concernés par ça. Hmm. Le but, c'est de faire le Ça reste des mieux, sports c'est individuels, tout. C'est ça. oui, voilà, t'as ta stratégie et ton plan de match qui est individuel, et globalement, il risque pas trop de changer pendant la compétition. Bah ouais, et puis de toute façon, le but, de toute façon, c'est de faire le mieux possible. Donc, je dirais que c'est une forme de faiblesse de se laisser influencer par le classement, en fait, tu vois. Normalement, quand t'as bien fait les choses, t'avais une bonne stratégie individuelle, tu dois pas être influencé par les facteurs externes. Tu fais ton max et si ton max il te permet d'être premier, bah t'es Ouais, premier. voilà, c'est ça. On a la place qu'on mérite en général si c'est bien fait Exactement. Il y a pas, et qu'on vous est aurez un peu. pas 5 kilos qui vont se débloquer juste parce que vous avez fait une stratégie avec un C'est mec ça. pour gratter une place. Donc, Mais ça, tu vois, tu peux le voir aussi à l'entraînement. Pareil, en calisthénie, ça arrive des fois. Des gens qui tentent des trucs beaucoup trop durs pour leur niveau. Mais ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle une stratégie d'évitement. C'est-à-dire, pour pas te confronter à ton réel niveau, tu tentes quelque chose d'hyper dur, tu échoues, mais c'est pas grave parce que tu as échoué sur quelque chose de très très dur. Du coup, tu vois, tu te ouais. confortes un peu là-dedans. Et après, je sais pas si en compétition, il y en a qui tombent là-dedans, j'espère pas. Mais c'est des choses qu'on peut voir un peu dans plusieurs sports, ça. Et finalement, les gens, ils préfèrent avoir un échec et avoir tenté quelque Ouais. chose d'ultra dur, quoi. Ouais, donc, les gars, les bons athlètes, ils sont RPE 8,5-9 sur leur troisième barre. Retenez ça. Du coup, on va arriver à la fin du podcast. Donc, vous pouvez retrouver notre cher Maxime sur fit-du-bas Max, c'est ça? C'est Donc, ça. T'as Max bien révisé. MACS, c'est pas X. Ouais, c'est ça. Et, et puis donc, Edgar sur Asgred Training, c'est tout attaché? Tirer du bas, tirer C'est pareil. ça. Ok. Le petit tiré, ouais. Et aussi sur leur podcast, Et bien sûr, Parole voilà, calibrée, Parole donc calibrée. disponible sur YouTube exactement. et Deezer, j'imagine, Spotify aussi. Spotify, Deezer, toutes les Ok, plateformes. super. Et moi, Il y a eu j'écoute 3 épisodes. leur podcast et je vous encourage à écouter aussi leur podcast parce qu'il est très intéressant. Et ils essayent d'aborder des sujets qui n'ont jamais été trop abordés jusqu'à maintenant. Ils ont leur identité et tout, leur personnalité, et ça fait plaisir d'avoir des mecs sérieux qui font un podcast dans le streetlifting. C'est cool. Que des Merci compliments Martin. aujourd'hui. Bah non, mais Et d'ailleurs, les gars, on a des invités qui arrivent bientôt sur le podcast. Là, on va commencer à recevoir des invités.
Du coup, préparez-vous Oh, à avoir putain. du lourd là. Euh, Donc, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi, parce qu'il y en a qui écoutent et qui sont pas abonnés. Donc, ces gens-là, abonnez-vous. On vous voit. Sinon, on connaît votre adresse et on viendra vous voir. Et, et donc, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.